Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à vous dans la salle, bienvenue à vous qui nous suivez sur Internet. Nous sommes de retour ici pour ce cycle de conférences du forum Aeroplace, pardon. Nous sommes en direct à distance avec Farid Zizi, qui est le directeur de France Aviation Civil Service et qui va nous présenter aujourd'hui toute la palette de services qu'il a à vous proposer, parce que quand on a des projets, c'est aussi important d'être bien accompagné. Farid Zizi, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Vous êtes à Toulouse, c'est ça? Oui, je suis à Toulouse, oui. Je serais volontiers venu à La Réunion, mais bon, c'était un peu loin et la planification des voyages est pour l'instant était assez incertaine au moment où il fallait prendre des décisions. Donc voilà, je suis très très content malgré tout d'être parmi vous. Est-ce que vous me direz quand je pourrai parler? Je Quand vous commencerai par voulez. présenter France Aviation Civil Service Nous sommes, et puis ensuite. nous sommes à votre écoute. Ok. Alors, France Aviation Civil Service, je vais vous passer une petite présentation, mais qui n'a pour autre ambition que de vous fixer un cadre. Donc, voilà, je vais le faire assez rapidement. Alors, France Aviation Civil Service, c'est une entité qui a été créée par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile Française, et l'ENAC, slide qui suit, qui a été créée pour valoriser le savoir-faire de l'aviation civile française à travers le monde. Et à l'instant, on avait Patrolair qui venait, je dirais, en appui d'un certain nombre d'utilisateurs de drones pour les aider dans leurs opérations. Nous, on vient plutôt en appui, on peut venir en appui des opérateurs, mais on peut venir en appui des gouvernements, des autorités, sur des aspects réglementaires, sur des aspects de formation, sur des aspects de conformité aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et on peut venir également en appui pour les opérateurs pour leur expliquer la façon d'être conforme aux différents standards. On va passer à la slide d'après. Notre façon de travailler est assez simple. On est une petite équipe et on puise notre expertise dans l'ensemble du réseau, ou ce que j'appelle moi l'écosystème de l'aviation civile française. On est d'abord un outil de coopération, avec l'idée que on n'est pas destiné à rester éternellement dans un certain nombre de pays du monde pour les aider. Donc, il faut les amener à l'autonomie. On essaye d'être agile et d'amener des solutions légères, en tous les cas, adaptées au pays dans lequel on est. Et parfois, il nous arrive également de reprendre des idées que nous pouvons rencontrer à travers le monde pour les ramener vers la France et l'aviation civile française. De façon générale, on est au service de la standardisation mondiale, et vous savez sans doute que celle-ci est assumée via l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et on a beau être français, on reste modeste et humble. C'est-à-dire même si la France, et je l'ai découvert après, j'ai travaillé 7 ans à l'OACI moi-même, où j'ai exercé des responsabilités, la France, même si c'est géographiquement pas un si grand pays que ça, c'est un grand pays aéronautique qui a l'ensemble des savoir-faire de l'aéronautique. Malgré tout, il nous faut rester humble et capable de nous adapter en toute indépendance aux situations qu'on rencontre. Donc, on n'est pas là pour plaquer des solutions à la française, mais on est là plutôt pour être inspiré par ces expériences et ces solutions pour adapter un certain nombre de réponses aux pays qu'on rencontre. Donc, je vais proposer d'aller à la deuxième slide, à la slide d'après.
Bon, donc une petite équipe assez jeune et dont l'objet est principalement d'articuler, de gérer les projets qui sont essentiellement assumés par des experts qui viennent de l'ensemble du réseau de l'aviation civile française. Donc, prochaine diapo. On travaille, comme vous l'aurez compris, sur plusieurs segments. Un segment avec les gouvernements, ce que j'appelle les autorités de l'aviation civile. Elles peuvent être internationales, elles peuvent être nationales. En général, c'est ce qui se passe. Et sur la montée en compétences, sur la mise en place des méthodes, sur leurs obligations. Ils ont aussi des obligations vis-à-vis de l'OACI, sur des processus de certification ou la mise en place de nouvelles réglementations. À l'instant, on parlait de drones. La réglementation est très, très fortement évolutive et un certain nombre d'autorités ont du mal à suivre sur ce monde qui est en forte mouvance. En face des autorités, naturellement, dans mon langage, on parle d'opérateurs, les aéroports, les compagnies aériennes, les ANSP, Air Navigation Service Providers, c'est-à-dire les prestataires de services de contrôle aérien, ont des obligations, comprennent pas obligatoirement toujours le sens profond de la réglementation et on les aide à être capables d'être conformes, mais également à optimiser leurs opérations, en particulier sur l'organisation de l'espace aérien, les procédures pour les aéroports, augmenter la capacité tout en ayant une attention particulière sur l'impact environnemental. Voilà, ça c'est nos manières assez naturelles de travailler. On vient également en accompagnement des industriels français qui souvent ont des systèmes qui sont tout à fait propices à des améliorations, mais comprennent pas obligatoirement toujours bien et le contexte opérationnel et le contexte réglementaire. Et évidemment, nous amenons ces choses-là. Et puis, un dernier volet que j'aime citer, c'est celui du partenariat, c'est-à-dire qu'on cultive avec un certain nombre d'entreprises françaises ou locales cette notion de partenariat. Et j'aime bien, j'ai une expression qui consiste à dire France Aviation Civile Service, capitaine de l'équipe de France au Mondial de l'aviation civile. Alors ça veut rien dire, mais ça veut dire quand même que il y a une notion de jouer ensemble et d'être capable de reproduire des expériences et de gagner sur ces expériences pour progresser tous ensemble. Et l'aviation, vous le savez, c'est un moyen de connexion entre les uns et les autres et on est bien dans cette idée-là. Donc, prochaine diapo. Alors, en ce moment, et à la suite de la crise, mais également pour se préparer à tout ce qui est en train d'arriver, nous avons travaillé et nous lançons en ce début d'automne une plateforme analytique sur le transport aérien mondial où en quelques clics, on peut analyser les flux de passagers entre un aéroport A, un aéroport B, et puis si on est intéressé à comparer l'aéroport A à l'aéroport C, on va pouvoir le faire, et si on veut faire B plus C vers A, on va pouvoir le faire, et ainsi de suite. Donc, je vous en ferai pas la démonstration maintenant parce que ça me prendrait une vingtaine de minutes, mais voilà, je vous engage éventuellement à visiter la page publique de ATD Analytics. ATD, ça veut dire Air Transport Data, c'est pas très original, mais voilà. Une deuxième chose, et c'est la prochaine diapo que nous avons, j'en ai oublié une autre qui est importante. Nous avons mis en œuvre et pendant toute cette pandémie des moyens de travail à distance avec nos clients. On a été capable de travailler avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec l'Afrique, à distance et en continuité. Et donc, ce que nous avons fait et que nous faisons de plus en plus, c'est de
de travailler avec des plateformes collaboratives. Non pas qu'on pense que ça doive être éternellement comme ça, mais quelque chose qui est important dans le monde de la coopération internationale, c'est que souvent, l'activité ou le projet ne vit que pendant les missions. Et ce qu'on veut absolument pouvoir faire, c'est générer de la continuité relationnelle. Et bon, aujourd'hui, on se parle au travers d'une visioconférence. Demain, j'espère être en visite à La Réunion. Mais dans les deux cas, être capable de continuité et d'éviter les grands silences qui peuvent marquer la vie de certains projets, c'est important. Donc, on a d'autres plateformes actuellement en cours de développement et si certains sont intéressés, je n'hésiterai pas à leur faire la démonstration. Alors, ça, c'est ma dernière diapo et je m'arrêterai là. Pourquoi on fait ça? Et pourquoi la DGAC a souhaité que nous existions? Ben, c'est très simple. En se confrontant aux autres, on gagne de la compétence, on gagne de la robustesse de nos solutions et de nos méthodes, on gagne on se compare, on se confronte, éventuellement de temps en temps on est en concurrence avec d'autres, et donc on gagne en expérience. Et puis nos experts gagnent en compétences, et puis nos clients, s'ils sont satisfaits, normalement, vont un petit peu travailler dans le même esprit que nous et sur la grande scène internationale qu'est l'OACI, mais le monde de l'aviation qui se doit d'être un peu homogène, eh bien, on aura plus de chances d'être entendu. Donc, voilà la raison pour laquelle nous existons. S'il y a des questions, je suis à vous. Très bien, merci beaucoup Monsieur Zizi d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Peut-être s'il y a des questions dans la salle, dans l'assistance, j'ai pas l'impression. Par contre, on a une question sur le web qui nous est posée par Dorian, une question très précise qui nous demande si on peut être électronicien aéronautique sans avoir les diplômes d'aviation. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre les ramifications techniques de cette question, mais comme elle vous est adressée, je vous refile la patate chaude. Alors, déjà, il faut savoir ce que veut dire électronicien aéronautique. Dans la DGAC, on a ce qu'on appelle des ingénieurs électroniques des systèmes de la sécurité aérienne. Donc ça, c'est plutôt des personnes qui sont en charge du maintien des équipements qu'il peut y avoir dans les tours de contrôle ou les radars ou ce qu'on appelle les navigations, les aides à la navigation. Pour accéder à ce type de fonction, il faut faire l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Il se trouve que dans un passé maintenant un peu lointain, j'en ai été le directeur des études et de la recherche. Donc voilà, ça c'est une forme d'ingénieur électronique, je dirais plutôt de l'aviation que de l'aéronautique. Après, vous avez des ingénieurs électroniciens plutôt en charge de l'avionique des avions. Et là, ces métiers-là se retrouvent chez les constructeurs, chez les manufacturiers. Et il faut faire des formations pas nécessairement aéronautiques dans un premier temps, plutôt de l'électronique, mais ensuite il faut s'aéronautiser et comprendre quelque chose qui est essentiel, qui était un peu dit tout à l'heure sur les drones, mais pas tant que ça, c'est que dans nos métiers de l'aviation, qui sont des métiers à forte composante de sécurité, ce qui est important quand on rencontre un événement, une panne, un problème, c'est de faire vivre le process. Un avion, il doit continuer à voler pour être en sécurité. On l'arrête pas comme un train ou une voiture. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. C'est aussi fondamental pour les métiers de la maintenance et de l'électronique ou de la conception, c'est-à-dire qu'ils doivent intégrer cette dimension. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci d'être intervenu en direct depuis Toulouse. Et je vous dis à très bientôt. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine et dernière conférence de ce cycle de conférences et de pitch. Et donc, ce sera consacré à l'aéroport de Pierrefonds. J'ai vu que Didier Prunière avait pris place dans la salle. Donc, dans 3 minutes maintenant, on se retrouve pour la dernière conférence. Merci.